C'est un certain nombre de mots dans leur sens technique et pas dans leur sens familier usuel. Alors si je dis monde, classe, règne, c'est dans un sens technique utilisé par les anthropologues. L'homme fait partie du monde vivant, comme opposé au monde minéral. Et dans ce monde, du règne animal, comme opposé au règne végétal. Puis de l'embranchement des vertébrés, de la classe des mammifères, de l'ordre des primates, de la famille des hominidés, qui sont cousins des anthropoïdes, puis du genre Homo, apparu il y a 2 millions d'années, où il côtoie des espèces éteintes comme l'Homo habilis ou l'Homo erectus. Et enfin de l'espèce Homo sapiens, où il faut précéder par l'Homo neanderthalensis il y a plus de 100 000 ans. Les tests biochimiques ont montré que la différence génétique entre l'homme et le chimpanzé est comparable à celle entre le cheval et le zèbre. Mais le cerveau de l'homme diffère de celui du chimpanzé par un volume triple et par des aires spécialisées dans le langage articulé. Or, le chimpanzé, comme le taureau, le lion ou l'aigle, s'est montré tout aussi viable que l'homme dans des environnements sélectifs. Le supplément de cerveau, sinon d'âme, de l'homme serait donc un cadeau de la nature, selon une expression de Rémi Chauvin. Mais le cerveau, comme le langage, n'en reste pas moins nécessaire à la survie de l'être humain. Les deux sous-espèces, Neanderthalensis et Sapiens, presque identiques sur tous les plans, diffèrent cependant par des organes de phonation et de préhension plus structurés dans l'espèce Sapiens. C'est peut-être ce qui lui a permis d'élaborer des langages articulés et de constituer des groupes solidaires présentant l'avantage sélectif de conserver et de transmettre de génération en génération, par le verbe ou par l'écrit, un héritage culturel transcendant le mécanisme génétique. Mais tout langage fait intervenir des entités immatérielles. Alors on va revenir un petit peu à la physique. Parce que tout le monde parle des électrons aux êtres humains. Au niveau le plus élémentaire, les électrons interagissent en échangeant des photons virtuels. Ça, c'est l'électrodynamique quantique. Les quarks en échangeant des gluons virtuels. Ça, c'est la chromodynamique quantique. Et les corps massifs en incurvant l'espace environnant. Ça, c'est la relativité générale. Revenons à la vie. Les protozoaires, les cellules animales et les plantes communiquent essentiellement par des échanges moléculaires. Vous savez que dans la course vers l'ovule, les spermatozoïdes se font une guerre par missiles moléculaires. C'est amusant, mais ça a été observé. Mais chez les animaux, apparaissent aussi des organes de perception différenciés, sensibles à la lumière, la vue, au son, l'ouïe, à la chaleur et à la pression, le toucher, et à des molécules spécifiques, l'odorat et le goût, qui transmettent leurs informations à un système nerveux central par impulsions électriques. Bon, je saute un paragraphe, on a des retards. Sautez le paragraphe. Deux autorités étaient invoquées dans la scolastique médiévale, la Bible et Aristote. Ce dernier distingue plusieurs niveaux d'âme chez les êtres vivants. Une âme nourricière et reproductrice déjà présente dans le règne végétal. Une âme sensitive et motrice, spécifique du règne animal. Une âme consciente et intellective, propre à l'espèce humaine, et un principe spirituel qui est la part du divin dans l'homme. Ça, c'est Aristote. Or, Dieu, dans la Genèse, là on change de registre, après avoir créé les cieux et la terre, la lumière et les ténèbres, le firmament et le continent, les lumières du jour et de la nuit, les plantes et les animaux selon leur espèce, fait l'homme à son image et à sa ressemblance, mâle et femelle à la fois. Après l'avoir modelé avec la glaise du sol, il insuffle dans ses narines une haleine de vie et il lui donne des commandements, c'est-à-dire des recommandations, ce qu'il ne fait pas avec les autres créatures. L'homme apparaît donc là comme une sorte d'extraterrestre.
C'est l'Homo néandertalensis qui fabriqua les premiers outils en silex et procéda au premier rite funéraire il y a plus de 100 000 ans. Mais c'est l'Homo sapiens qui réalisa les premiers artefacts osseux et les premières représentations plastiques il y a plus de 30 000 ans. On peut en voir certaines au musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye. C'est le plus grand musée archéologique du monde, enfin le plus prominent. Le plus vieil instrument de musique, mis au jour en Slovénie en 1995, est une flûte faite de noces d'ours percées datant de 45 000 ans. Déjà, on ne sait pas vraiment si c'est le sapiens sur le néandertalensis, hein. C'est à la limite. Les peintures et gravures rupestres, on y vient, d'Altamira, de Fond de Gomme, de Lascaux, de Cosquer, de Chauvet, très figuratives et aussi symboliques de la faune préhistorique européenne, chevaux, bisons, aurochs, cervidés, bouquetins, ours, rhinocéros, grands félins, oui, il y avait des lions en Europe à l'époque, des mammouths, ainsi que mains et visages humains, datent de 13 000 à 31 000 ans. Vers la même époque apparaissent des gravures stylisées de sexe féminin. Ben, ils étaient déjà obsédés à l'époque. Puis des figurines féminines associées à des figures animalières. Mais il n'y avait pas de loi contre le harcèlement. Aussi, il y en avait sûrement. Plus que la maîtrise du feu accomplie par l'Homo erectus il y a plus de 400 000 ans, c'est pas encore l'Homo sapiens. C'est la capacité de représenter des objets réels par des formes virtuelles qui caractérise l'Homo sapiens. On va y venir. L'homme moderne passa de la cueillette, de la chasse et du nomadisme à l'agriculture, à l'élevage et à l'urbanisme vers la fin du dernier âge glaciaire, il y a près de 12 000 ans. La plus ancienne ville du monde, Jéricho, fut fondée il y a 9 000 ans. Et c'est à cette époque que date la culture du blé et la domestication du mouton. Et trompette aussi. Ainsi donc, alors que les animaux ne perturbent la nature qu'à la marge, en accomplissant simplement leur fonction vitale dans leur écosystème spécifique, l'homme la perturbe bien plus profondément en fabriquant des outils, en construisant des cités, ne se contentant plus de cueillir et de chasser, mais développant l'agriculture et l'élevage, se répandant sur tous les continents et cherchant même aujourd'hui à coloniser d'autres planètes, sélectionnant les espèces qui lui sont utiles et cherchant même à en modifier le génome. Tous les peuples ont été peu ou prou amenés à modifier l'ordre naturel à leur profit. Mais c'était en général en y restant en principe intégré. On vénérait les fleuves et les forêts, les volcans et les astres. Et les divinités avaient souvent des corps ou des têtes d'animaux. Les conflits entre groupes humains pouvaient aussi entraîner des désordres naturels indirects, soit délibérés pour couper des ressources vitales aux colonisés ou aux envahisseurs. On pense à la stratégie de la terre brûlée des Russes face à Napoléon, ou à l'incendie des puits de pétrole par Saddam Hussein face aux Américains, soit par simple désinvolture. On pense à Attila, sous le pied duquel l'herbe ne repoussait pas. Dans le monde antique, Ariens et Hébreux, Assyriens et Chaldéens, Perses et Grecs, Romains et barbares, et plus tard Arabes et Turcs, se soucièrent peu d'écologie dans leur conquête. Mais c'est dans la Genèse que la domination de l'homme sur la nature acquiert une base idéologique. Créé à l'image d'un Dieu créateur de tout ce qui existe, l'homme reçoit pour injonction « remplissez la terre et soumettez-la ». Ce paradigme de l'homme maître et possesseur de la nature traversera toute la pensée occidentale de Descartes à Marx. Déjà au Moyen-Âge, ce sont des moines chrétiens qui firent la révolution agricole, aux grandes dames d'un Pierre de Ronsard, dans sa fameuse élégie contre les bûcherons de la forêt de Gâtine. Et malgré les indéniables avancées scientifiques, techniques et agronomiques des Chinois ou des Indiens, ce n'est pas un hasard si c'est chez des peuples de culture monothéiste que se sont développées la science et la technique moderne, qu'on a commencé à maîtriser les maladies et les épidémies, qu'on a créé une lumière nouvelle, le rayon cohérent du laser, une intelligence artificielle des ordinateurs, des moyens de communication transcendant l'espace et le temps,
avec les réseaux télématiques et que l'on est allé explorer la Lune et d'autres planètes. Cependant, à côté de ces activités de facture utilitaire, l'homme a développé des activités de type récréatif, artistique, scientifique, politique, culturel et plus généralement culturel, qui vont de plus en plus l'éloigner de l'ordre naturel. Le but de cet exposé est d'en explorer quelques aspects: effets virtuels, réalité augmentée, vision transhumaniste, réforme sociétale et discours compensatoire. Ah ouais, ça fait beaucoup de choses. Discours compensatoire. Autrement dit, on est passé de l'agriculture à la culture. Voilà, c'est un peu ça. Bravo. On est passé à la culture via l'agriculture. Ah oui, Parce bien sûr. qu'il fallait d'abord passer de la cueillette et de la chasse à la culture et à l'élevage. Et ensuite, c'est parce qu'il y a eu l'urbanisme qui a été rendu nécessaire par l'agriculture que les rapports humains dans les cités ont mené à une culture qui a été transmise de génération en génération. C'est par l'agriculture qu'on a créé le système numérique, la géométrie, enfin, chez les Égyptiens, etc., la mesure des terres, la numérotation des biens, etc. Et la propriété. Et la propriété. Ah ben là, je vous recommande l'ouvrage d'Engels, Les origines de la propriété, de la famille et de l'État. On peut ne pas être d'accord, mais c'est un monument. On appelle des clôtures. Comment? On appelle ça des clôtures. Ah oui, Clôtures. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, la plupart des films de cow-boy, je veux dire, évoquent cette problématique du conflit entre agriculteurs et pasteurs. Hein. Et je veux dire, il y en a une phrase dans la Bible: Caïn est un pasteur, Abel est un agriculteur, Dieu a préféré le pasteur à l'agriculteur. Hein. Ça va chercher loin. Et David était pasteur. Et puis d'ailleurs, on dit le bon pasteur quand on parle de Jésus. On ne dit pas le bon agriculteur. Donc tout ça, ça laissait des traces même dans notre langage. Je commencerai par le discours compensatoire. Ici encore, à tout seigneur, tout honneur, et parce que c'est ma culture, je commencerai par les saintes écritures. Depuis des siècles, les docteurs de l'islam prétendent que l'Ancien et le Nouveau Testament ont été falsifiés par les Juifs et les chrétiens, le message divin d'origine étant rétabli dans le Coran. Depuis l'époque des Lumières, s'est développée une exégèse critique faisant ressortir des contradictions et des invraisemblances dans les textes. Mais même si ces assertions reposent sur une méconnaissance du sens véritable de ces textes, elles renferment une part de vérité qui va illustrer mon propos. On sait aujourd'hui, en histoire des religions, que dans les sociétés païennes s'opéraient des sacrifices humains. On offrait aux divinités féminines le sang d'un aîné, qui fertilisait la culture en régénérant la déesse, puis des prémices de sa récolte, et aux divinités masculines la graisse d'un aîné, qui fécondait l'élevage en régénérant le dieu, puis les prémices de son troupeau. On trouve ça chez les Grecs, dans la Bible, un peu partout. Dire que l'agriculteur Caïn était l'aîné de l'éleveur Abel, c'est dire symboliquement qu'au Proche-Orient, les sociétés agricoles ont précédé les sociétés pastorales. Mais alors, c'est Caïn qui eût dû être offert en sacrifice, et il n'eût pu égorger son cadet Abel, soi-disant par jalousie, ce qui d'ailleurs entraînera une malédiction divine rendant la terre infertile. De même, lorsqu'Abraham eut la révélation du Dieu un, c'est-à-dire à la fois masculin et féminin, et voulut suivre l'usage ancien en lui offrant à la fois le sang et la graisse de son aîné, il eut dû sacrifier Ismaël, car il ne pouvait alors savoir qu'il aurait un second fils, Isaac. La logique des deux récits est en fait que le Dieu un va de l'avant, préférant le nouveau à l'ancien. Plus tard, des deux fils d'Isaac, c'est le cadet Jacob qui sera préféré à son aîné Ésaü. C'est le plus jeune fils de Jacob, Joseph, qui sera l'héritier de la promesse. C'est le frère cadet d'Aaron, Moïse, qui fera sortir les Hébreux d'Égypte. Et c'est le plus jeune fils de Jessé, David, qui sera sacré roi d'Israël. La prégnance de ce principe est telle que l'Église de l'unification, alias la secte Moon, afin que Jésus ne soit pas un aîné, quoiqu'il né d'une vierge, il fallait trouver une solution, en a fait un demi-frère cadet de Jean-Baptiste. L'anthropologie et l'eschatologie monistes sont fortement basées sur cette dialectique. Ah bon. De mauvaises langues ont prétendu que si le décalogue a été donné aux Hébreux,
C'est parce que ceux-ci étaient tueurs, voleurs, perfides et envieux, et que ces commandements visaient à corriger leur mauvais penchant. Ce serait un exemple de discours compensatoire correctif. Un autre exemple est donné par le 5e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère, complété par un commandement ultérieur, tu craindras ta mère et ton père. Cette inversion viserait à compenser la propension naturelle à honorer sa mère et à craindre son père. Donc dans le commandement, on inverse, par compensation. On peut trouver d'autres exemples d'injonctions compensatoires dans l'Ancien Testament, notamment dans les Proverbes, et dans le Nouveau Testament, notamment dans les Épîtres, ainsi que dans les textes de sagesse d'autres cultures. Compenser les défauts de nature par des règles de culture est en fait un des rôles de l'éducation. Il est vrai que les Hébreux, choisis par Dieu pour porter la transcendance précisément parce que c'est un peuple à la nuque droite, éternel ennemi des suprêmes puissances, comme dit Racine dans Athalie, avaient besoin que les 10 commandements soient déclinés en 613, alors que plus tard Jésus les réduira à 2, faisant confiance à l'amour pour faire le reste. C'est sans doute aussi pour cela que les Français, peuple réputé pour son indiscipline, c'était déjà connu par Jules César, furent choisis par l'Église pour être son bras armé contre les hérétiques et ont besoin d'une pléthore de lois et de droits écrits, alors que les Anglais, peuple connu pour son civisme, se satisfont d'un minimum de lois et d'un droit oral. Le style même de leur jardin est une forme de discours compensatoire correctif. Les Français sont indisciplinés, jardin à la française. Les Anglais sont civiques, jardin à l'anglaise. De nos jours, les hommes politiques sont de plus en plus incompétents ou irrespectueux de la volonté populaire. Et ils compensent ces manquements par des discours de propagande guidés par des sondages. De même, les automobiles ou les montures de lunettes, pour ne citer que ces exemples, sont de plus en plus laides. Et les aliments préparés de plus en plus malsains. Mais leurs promoteurs compensent ces défauts par un matraquage publicitaire appuyé sur un effet de mode. Et comme disait Goebbels, parole d'expert, plus c'est gros, mieux ça passe. Ah, ça c'est d'accord. Mais il existe un discours compensatoire lénifiant. Ainsi, si votre dentiste vous dit que vous ne sentirez rien, vous pouvez vous attendre au pire. Ça c'est vrai. Et lorsque notre monnaie était le franc, si un ministre nous assurait qu'il n'était pas prévu de dévaluation, on pouvait être sûr qu'il y en aurait eu le week-end prochain. Ce type de discours est fréquent chez les hommes politiques pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, De Gaulle, porté au pouvoir par les Français d'Algérie, mit fin à l'Algérie française. Mais c'était pour permettre à la France de se lancer dans sa révolution industrielle. Plus tard, Valéry Giscard d'Estaing, élu par la France la plus conservatrice, lança des réformes sociétales que la gauche n'eût jamais osé entreprendre. Mais cela lui servait de trompe-l'œil pour préserver les intérêts des groupes financiers. À l'opposé, François Mitterrand, artisan de l'union de la gauche, initia la politique salariale la plus réactionnaire. Là, c'était pour conforter l'intégration européenne. Leurs successeurs ne dérogèrent pas à cette coutume, ce qui provoquait une désaffection croissante des électeurs et leur glissement vers les partis extrémistes. À l'étranger, le président démocrate JFK déclencha la guerre du Vietnam et faillit se mettre en guerre contre l'Union soviétique à propos de la crise des missiles de Cuba. Alors que le président républicain Richard Nixon mit fin à la guerre du Vietnam et reconnut la Chine populaire. L'ancien KGB Nikolaï Gorbatchev dénonçait un moment comme l'homme le plus dangereux du monde, mit fin à l'Empire soviétique sans effusion de sang. Et au Proche-Orient, l'ancien sympathisant nazi Anwar el-Sadat et l'ancien extrémiste sioniste Menahem Begin mirent fin à l'hostilité millénaire entre l'Égypte et Israël. Aujourd'hui, nous voyons Donald Trump et Kim Jong-un, après s'être copieusement invectivés, prêts à se rencontrer pour mettre fin à la division coréenne. Il l'a traité de petit gros, hein. Il a la mémoire courte. Certains de ces retournements étaient sans doute prémédités. C'est un compliment. C'est gentil, petit gros. C'est gentil, petit gros. Non, mais Petit con, c'est- Donald Trump est un gros.
Alors certains de ces retournements étaient sans doute prémédités, mais d'autres, un vrai chemin de Damas. Encore Damas. Tu sais pas ce que c'est que le chemin de Damas? Bah si, Bon, d'accord. j'ai eu que Moyen-Orient, alors je le sais. C'est dans des... I am so sorry, le my Nouveau dear. Testament. Il existe enfin un discours compensatoire stimulant. Quand j'étais enfant, j'étais de santé plus robuste, tant au physique qu'au psychique. J'ai mis du temps à apprendre à parler et à lire, mais ma tante ne cessait de s'extasier devant ma force et mon intelligence. J'ai fini par obtenir un doctorat et sciences, et à mon âge, je me sens toujours en forme, alors que nombre de ceux dont j'enviais la vigueur ont disparu. C'est ce qu'on appelle couramment la méthode Coué, ou dans un autre domaine, l'effet placebo. Non, il y a aussi la foi qui soulève les montagnes, décidant parfois du cours de l'histoire. Celle de Judas Maccabée face aux Syriens Antiochus IV, à Emmaüs en 166 avant notre ère. Celle du franc Clovis contre l'Allemand Guibould à Tolbiac en 496, et celle du Normand Guillaume contre le Saxon Harold à Hastings en 1066. À l'inverse de ma propre expérience, que je viens de citer, un mauvais éducateur peut compromettre l'avenir d'un enfant en lui faisant perdre confiance en soi. Chez l'animal, on agit d'abord par la voie des réflexes conditionnés. C'est ainsi que des soviétiques sont parvenus à rendre un tigre craintif face à une souris. Chez l'homme aussi, cette voie est possible, comme l'illustre le film Orange Mécanique. Je vais citer beaucoup de films. Mais l'importance du cerveau humain, mentionné plus haut, permet d'agir de façon plus subtile et plus profonde, non seulement sur des comportements spécifiques, mais sur tout un ensemble de croyances et d'attitudes. Ceci m'amène à ce qu'on appelle la pensée unique, que ce soit dans son domaine de prédilection, la politique, ou dans les domaines culturels, artistiques, économiques, sociaux ou même scientifiques. Ben, ça, Francis en connaît un bout, hein, s'il était là. Bon. Il n'est pas là. Mais il vaut mieux qu'il ne soit pas là, parce que s'il avait été là, il aurait lancé... Il vous aurait interrompu pendant 15 fois. Pour faire court, je me restreindrai aux politiques. Pour qu'une pensée unique prenne forme, il faut construire un véritable monde virtuel culturel qui se substitue au monde réel naturel ou le réinterprète dans un but conditionnel. Toutes les religions se sont livrées à cet exercice, comme je l'ai montré à propos du judaïsme. Mais le christianisme n'est pas en reste, où la souffrance et l'humiliation sont devenues des voies d'accès au royaume des cieux. Et quant à l'islam, le voyage onirique du prophète à Jérusalem est un exemple de réalité virtuelle. Dans les religions de l'Inde, la croyance en la réincarnation conditionne les pratiques végétariennes. Ceci n'est pas forcément négatif, car échapper aux nécessités du réel par des fictions virtuelles peut être une forme de manifestation de la liberté humaine. Mais ceci peut aussi mener à des comportements stériles, comme avec l'astrologie, je suis désolé pour ceux qui y croient, l'alchimie ou la magie, qui étaient les antécédents des sciences objectives actuelles. Ce n'est que quand elles furent remplacées par des disciplines objectives, astronomie, chimie, technologie, qu'on put vraiment agir sur la nature, car on ne commande la nature qu'en lui obéissant. Et pour lui obéir, il faut la connaître. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le virtuel, mais dans le réel. Le monde virtuel peut devenir pervers lorsqu'il s'agit de violer de front les lois naturelles. La Genèse avait placé l'homme comme maître et possesseur de la nature, mais avec une interdiction. Goûter aux fruits de 2 arbres situés au cœur du jardin, et un avertissement sous peine de mort. Or, nous avons accédé à l'énergie située au cœur de la matière et à l'information placée au cœur de la vie. Ceci nous donne un pouvoir immense, mais aussi nous met face à des dangers mortels si ce pouvoir est mis entre des mains dénuées de sagesse. Paraphrasant Salomon, Rabelais avait écrit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il ignorait alors que ceci pouvait aussi mener à la ruine du corps et même à la destruction de l'espèce. Lorsqu'un discours compensatoire va trop loin, qu'il soit de type correctif, lénifiant
ou simulant, il peut aller à l'encontre du but recherché. Il y eut de telles dérives dans toutes les révolutions, mais j'en citerai quelques-unes actuelles. La discrimination positive, instituée pour réduire certaines injustices, a engendré de nouvelles injustices. Le devoir de mémoire, conçu pour éviter la résurgence d'événements désastreux, a ouvert une politique mémorielle incongrue. On a cherché à multiplier les droits en oubliant de leur associer des devoirs. Ce qui naguère était comportement marginal, juste toléré, est devenu presque la norme, au point qu'aujourd'hui, des hétérosexuels se sentent presque intrus. Des zéros. L'IVG, conçu pour répondre à certaines détresses sous des conditions très précises, est devenu un droit inaliénable, pris en charge par la sécurité sociale. La PMA, conçue pour aider des couples accidentellement stériles, est réclamée partout au nom de l'égalité. La GPA, la gestation pour autrui. Donc il est vrai, Abraham donnait un exemple avec Agar, mais c'était pour la bonne cause. Est réclamée par des femmes et bientôt des hommes vivant seuls au nom d'un droit à l'enfant, dépourvu de tout fondement naturel. La défense de l'enfant peut mener à la destitution éventuelle des parents, et la défense de la femme à une société d'hommes émasculés et de femmes frustrées, regrettant les flatteuses grivoiseries du bon vieux temps. Bretécher. Hein? Espèce de macho. Hein. Bretécher. Entre Régis France et Bretécher, vous êtes entre les deux. Hein. Non, mais il y a du vrai quand même. Oui, bien sûr. Attends, Bien sûr, bien sûr. je suis enregistré là et j'espère qu'il n'y a pas des excités qui vont avoir accès à moi. Ah, c'est ça, t'inquiète pas, tu vas recevoir des menaces. Je n'enregistre rien. Bien sûr. C'est juste pour le fun. Non, mais bon, il y a aussi du second degré. Bah, bien sûr. Non, mais est-ce que tout le monde est capable de passer au second degré? Bah, non, Oh, pas tout le non, monde. pas C'est bien tout. pour ça que je. Il y en a un tas qui sont incapables. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Sinon. Bah, voilà. Eh oui, c'est pour ça que je vous permets de dire ça. Spielberg, il a dit... Je vais maintenant passer aux effets virtuels dans le monde du spectacle et de l'économie. Les Juifs, dont la culture occidentale a hérité la foi, la charité et l'espérance, je rentre pas dans les détails, une conférence pour ça, sont entrés dans le monde virtuel par le discours moralisateur et le pieux mensonge. Les Grecs, dont ce monde a hérité l'art, la science et la philosophie, sont entrés dans le monde virtuel par les représentations classiques, cet art vivant qu'est le théâtre et la riche symbolique des récits mythologiques. Le christianisme et plus tard l'islam ont réalisé des synthèses originales de ces deux cultures, de façon différente d'ailleurs. Ça aussi, ça mériterait une conférence. La représentation d'objets inanimés réels par des objets inanimés virtuels, par exemple une nature morte en peinture, ne pose pas de vrais problèmes. Ce qui a posé problème dans le judaïsme, puis dans le christianisme et surtout l'islam, c'est la représentation d'êtres vivants, notamment les animaux et surtout l'homme, par des figures considérées comme mensongères, car ne présentant qu'une forme dépourvue d'âme. Elles ont des yeux, elles ne voient pas, elles ont des oreilles, elles n'entendent pas. Là, je cite la Bible, évidemment. Peinture et encore plus sculpture, car située dans l'espace réel est donc plus mensongère. On n'est plus mensonger à 3 dimensions qu'à 2. Nulle figuration humaine ou animale n'est admise dans les mosquées. Mais dans les synagogues, on trouve parfois des dessins représentant des rabbins célèbres ou des prophètes, notamment Moïse et Élie, ou des fresques animales et florales colorées. Les temples protestants, cherchant à renouer avec la tradition judéo-chrétienne primitive, ont aussi des décors sobres et stylisés avec de simples croix. C'est dans les églises catholiques et surtout orthodoxes, qui n'ont rien à envier au temple grec du Hindou, que l'on trouve le plus de formes virtuelles. Peintures, gravures, icônes, sculptures, qui pour les autres religions ont un parfum d'idolâtrie. J'ai évoqué les dessins rupestres d'il y a 15 à 30 000 ans, mais on connaît aussi les figurines féminines de la même époque, parfois dénommées déesses mères, exhumées en Mésopotamie ou dans les Balkans, et les divinités à tête de cobra, de photon ou de faucon ou de félin de l'Égypte antique. Dans les rites païens, on sacrifiait des êtres humains à des animaux, voire à des figures inanimées. D'où la proscription des idoles et la prescription des sacrifices d'animaux à titre éducatif et présentif dans le judaïsme.
C'est aussi la valorisation de l'esprit sur la vie et de la vie sur la matière, et d'une façon plus générale du réel sur le virtuel. De nos jours, c'est l'islam qui mène un combat fanatique contre ce que nous considérons aujourd'hui non comme des idoles, mais comme des œuvres d'art du patrimoine de l'humanité. On se souvient de la destruction des Bouddhas géants par les talibans, prélude à l'attaque contre ces sortes d'idoles au commerce mondial qu'étaient les hautes tours du World Trade Center. Mais il y eut aussi une époque où dans l'église byzantine, les iconoclastes détruisaient toutes les représentations sacrées, et à l'inverse, dans l'islam iranien, une période où même le prophète pouvait être représenté par des gravures colorées. En accord avec la doctrine thomiste qui hérita du réalisme de la Bible et d'Aristote, l'Église se méfiait du courant augustinien inspiré de l'idéalisme de Platon et portant le parfum des hérésies gnostiques. Elle y voyait une ruse de Lucifer, esprit désincarné qui, ne pouvant agir sur le réel par lui-même, tente d'y jouer par le biais de l'esprit incarné de l'homme. Cet archange déchu, dont la marque est la tromperie, est figuré dans la Genèse par le serpent et dans le livre de Job par Satan. Il était donc naturel que l'Église se méfie de tout ce qui pouvait ressembler à des affabulations salacieuses, les idoles bien sûr, mais aussi le théâtre, tout en faisant des concessions à la dévotion populaire, en acceptant les statuts de saints, et la distraction princière en encourageant les pièces édificatrices, Esther, Athalie. Mais les gens de théâtre, soupçonnés de mauvaises mœurs, demeuraient mal vus. Un pas décisif dans la montée du virtuel est franchi au XIXe siècle par les inventions successives de la photo puis du cinéma. Par des Français d'ailleurs, tous les deux, ce n'est pas un hasard, comme vous allez voir. Une photo est plus ressemblante, donc plus mensongère, qu'un dessin ou une peinture. Un film, même parlant, est moins réel qu'une pièce de théâtre. Mais il se prête à plus de montage et de trucage, donc de mensonges. Une autre innovation, c'est des dessins animés de Walt Disney, permis de mettre en jeu des personnages imaginaires, de contes ou de fables, et de faire coexister des animaux dotés d'attributs humains et des êtres humains pouvant se muer en animaux, rompant la distinction sacrée entre les deux mondes voulue par le texte biblique. Puis vinrent les trucages techniques des studios de Hollywood, qui permirent tout d'abord de représenter des événements miraculeux ou héroïques dans des péplums légendaires comme les 10 Commandements, ou des épopées exotiques comme King Kong ou La chose de notre monde. Ensuite, tout fut permis. Transition entre l'homme et l'animal dans l'île du docteur Moreau, la guerre du feu ou la planète des singes, mixage entre prise de vue réelle et dessins animés virtuels, conception assistée par ordinateur des effets virtuels dans la guerre des étoiles, et d'une façon générale, les films mettant en jeu des extraterrestres comme Rencontre du troisième type, ou des films catastrophes comme La Tour infernale. Ce dernier a vu inspirer les terroristes du 11 septembre 2001, inciter les complotistes de tout poil à imaginer que cet événement lui-même, et aussi pourquoi pas la mission lunaire, furent des trucages hollywoodiens. Ce monde de fiction est propice à l'émergence de nouvelles idoles, les étoiles du cinéma aspirant au Hall of Fame. Ce star system débordera sur le sport, la chanson, les médias, laissant en arrière le théâtre qui en fut l'embryon. Il peut donner naissance à des personnages ou à des entités imaginaires qui n'ont de réalité que dans l'esprit de ceux qui s'en nourrissent. Ainsi, on donnera son avis sur tel ou tel héros de film à succès ou de séries télévisées, et l'on refera l'histoire d'après ce que l'on a appris dans les fictions. Vivant dans un monde déconnecté du réel, les producteurs, réalisateurs et surtout acteurs tendront à s'affranchir des normes des sociétés ancrées dans le réel, multipliant les comportements atypiques et s'adonnant au paradis artificiel. Apparu dans la société réaliste tout de même américaine, Hollywood est aujourd'hui en passe d'être détrôné par Bollywood, plus conforme, elle, à la tradition idéaliste indienne. Les technologies modernes permettent d'aller encore plus loin dans ce qu'on appelle la réalité augmentée. Il s'agit de la superposition d'une réalité concrète, ou à une représentation fidèle d'une telle réalité. Dans le cinéma, c'est ce qu'on appelle les rushs.
d'éléments visuels ou auditifs, voire tactiles, et peut-être un jour olfactif ou gustatif, calculés par un système informatique en temps réel. Bien sûr, on ne peut parler de réalité augmentée à propos des hallucinations, fausses gênes ou acouphènes, qui voilent ou déforment la réalité sans l'enrichir, ni pour les aides visuelles ou auditifs, qui ne font que rétablir une perception normale du réel. Mais le dispositif qui permet à un aveugle de voir devant lui et même derrière, en filmant les objets et en transformant les formes et les couleurs en signaux sonores, est pour lui tout au moins une réalité augmentée. Je vous signale que ça existe déjà. On arrive à avoir les aveugles avec ce genre de système. De même, l'adjonction d'une bande sonore à un film muet ou la colorisation d'un film pris en noir et blanc ne font que corriger une réalité tronquée. Mais l'incrustation réaliste d'êtres aux objets virtuels à des vidéos réelles, dont des films récents donnent des exemples, donne une réalité augmentée. Un montage ou mixage en studio de sons ou d'images réelles ne mène à une réalité augmentée que si l'on y insère des sons ou des images de synthèse. L'insertion d'images de synthèse sur des images réelles peut se faire en direct par le biais de lunettes spéciales équipées de micro-caméras et de verres à cristaux liquides et reliées à un smartphone ou un ordinateur. On peut y utiliser des images déjà préparées en studio. Les applications de ces techniques sont multiples et touchent aux domaines les plus variés. Les jeux vidéo sur tablette et smartphone, bien sûr. Par exemple, Pokémon Go, vous savez ce que c'est. Bon. Les gamins, mais aussi l'éducation, la vulgarisation scientifique, artistique ou technique, les processus industriels, conception, assemblage, pilotage, maintenance, le commerce, le tourisme, l'aide à la conduite automobile et à la navigation aérienne. Les pilotes s'en servent beaucoup, ces images virtuelles de la piste d'atterrissage, etc. Et même la pratique médicale et chirurgicale, sans compter bien sûr le cinéma ou la télévision, la publicité commerciale et la propagande politique. On se souvient de la dernière campagne présidentielle où un homme politique apparaissait à la fois en chair et en os dans une ville et sous forme d'hologramme en d'autres lieux. Ce n'est pas un hasard si cette innovation ludique était le fait d'un partisan des réformes sociétales. Mais le commerce et la politique ne relèvent pas de l'activité ludique ou de l'extension de potentialités, mais de la manipulation mentale. Ce qui nous ramène au discours compensatoire et à la pensée unique. En parallèle à la réalité augmentée, il y a ce que l'on peut l'appeler l'homme augmenté. C'est l'objet d'un mouvement philosophique dénommé trans ou post-humanisme. S'inspirant plus d'Icare ou de Teilhard de Chardin que de Nietzsche, il vise à utiliser tous les moyens de la technologie pour améliorer l'espèce humaine en augmentant ses capacités de perception, de cognition, de réflexion et d'action par l'intégration plus étroite de l'être humain et de machines robotisées, par l'usage des nanotechnologies, biotechnologies, technologies téléinformatiques et sciences cognitives. Le problème est de savoir si par ce moyen on rendra l'homme plus humain ou si au contraire on engendrera une nouvelle espèce hybride. Le transhumanisme se divise alors en deux camps. Ceux qui veulent améliorer les capacités de l'espèce humaine sans renoncer à sa spécificité naturelle, et ceux qui plaident pour la technofabrication d'une post-humanité, hybridée le cas échéant, avec des dispositifs dotés de capacités physiques et intellectuelles très supérieures aux nôtres. Ce courant qui est dit extropien et prône une liberté bioéthique totale et une prolongation indéfinie de la vie, est le plus répandu aux États-Unis, où une université transhumaniste a même été fondée avec l'aide de puissants organismes publics comme la NAVA ou privés comme Google. Il semble constituer une dérive vers le virtuel car il tente à négliger les risques sanitaires, environnementaux et sociétaux liés à toute innovation technique. D'une autre façon que les États-Unis, la France est tendée par cette déconnexion du réel. Car si les Américains ont gardé le pragmatisme de la matrice britannique, les Français sont le pays par excellence de l'abstraction. Dans le système éducatif, la maîtrise formelle du langage, codifiée par l'Académie, l'emporte sur les activités techniques, artistiques ou sportives,
les mathématiques jouent un rôle surdimensionné par rapport aux sciences expérimentales. Et ça, on vous dira, quand il a présenté le concours en Polytechnique, voilà, il fallait être très bon en maths, peut-être un peu en physique, mais le reste. Maths et physique, on est d'accord. L'approche idéologique des problèmes et les doctrines en isme y sont très appréciées. En gastronomie, les noms de plats évoquent davantage une apparence, un œuf à cheval, ou une origine à la mode de Caen, qu'une composition réelle. Un bon dirigeant y est plutôt quelqu'un qui parle bien que quelqu'un de compétent et d'intègre. L'art politique consiste davantage à convaincre les électeurs avec plus d'habileté que ses concurrents qu'à gérer effectivement la cité ou à expliquer, comme on dit, les décisions prises par les technocrates qu'à parvenir à des consensus négociés. Alors on prend les décisions et puis on dira, ben, on a peut-être mal expliqué, mais d'abord qu'on soit d'accord. Il faut expliquer. Alors, il serait question d'astreindre les chômeurs à tenir un carnet de bord de leur recherche d'emploi, nonobstant le fait que s'ils en étaient capables, ils seraient déjà chefs d'entreprise. Les petits emplois traditionnels qui permettent aux personnes peu qualifiées de subsister sont de plus en plus remplacés par des engins robotiques ou par des emplois plus qualifiés. On nous abreuve d'objets connectés à l'utilité douteuse ou d'économie numérique source de bulles explosives. Bientôt, il faudra sortir de Polytechnique, pour faire sa déclaration d'impôt, obtenir un nouveau passeport ou simplement timbrer une lettre. On nous matraque sur le thème de l'égalité et des droits, sans fondement dans l'ordre naturel, afin de justifier des réformes sociétales incongrues ou des travaux de conformité ruineux. Mais on viole sans vergogne l'égalité naturelle de traitement entre ceux qui maîtrisent les technologies numériques et ceux qui les ignorent, ou le droit de recevoir des relevés de compte sous forme de papier imprimé. Avant-hier, j'avais un conseil syndical, je figurais avec des syndics, qui nous a proposé d'envoyer les appels de charge sous forme imprimée. Je dis, mais non. Il dit, ben, il fallait répondre. Non, je ne réponds pas. Si je ne réponds pas, c'est par défaut sur forme imprimée. Souvent, ça s'appelle la vente forcée. Et là, j'irai au procès. Hein? On n'a pas le droit d'imposer ce genre de choses aux gens. Si on répond, d'accord, c'est bon. Si on ne répond pas, par défaut, c'est l'imprimé. Mais il y a plus grave. Nos fruits et légumes sont non seulement pollués par des engrais et pesticides, parfois nécessaires, mais de plus en plus cultivés hors sol. Puis pour redonner à des tomates, par exemple, le goût qu'elles ont ainsi perdu, on leur fait subir des manipulations génétiques en leur adjoignant des gènes d'espèces différentes. Mais il s'agit là d'une forme de mensonge, car comme dans les idoles des religions païennes, l'apparence ne reflète pas le fond. Un ancien dirigeant français, que je ne devrais peut-être pas citer, disait que la terre, elle, ne ment pas. Il est vrai que depuis qu'on a commencé à cuire les aliments et à sélectionner les plantes cultivées ou les animaux élevés, on a corrigé la nature au profit de l'homme. Mais on a franchi la ligne rouge quand on a commencé à s'écarter de cet objectif légitime au profit d'une entité virtuelle. On peut ici rappeler la leçon symbolique donnée dans la Genèse, mais je ne m'étendrai pas davantage sur le thème de l'agroalimentaire qui mériterait lui aussi une conférence à lui tout seul. Alors je terminerai mon exposé en évoquant les crises financières. Qui mériterait aussi une... On pense d'abord, bien sûr, à celle de 1929 qui s'est produite sur le terrain miné engendré par les suites de la Première Guerre mondiale et qui elle-même préparait le terrain à la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, on ne saurait oublier les crises financières qui précédèrent et qui suivirent, notamment celle de notre après-guerre, le krach boursier de 1987 ou la crise des surprimes de 2009. Mais de telles crises périodiques ont toujours existé et seraient même, selon Marx, inhérentes au système capitaliste. Pour bien en comprendre la nature, il faut remonter à la source, lorsqu'à l'activité polyvalente des hommes, plus élaborée que celle de leurs ancêtres hominidés, s'est substituée une spécialisation du travail résultant en un système d'échange de biens et de services. C'est du passage de la cueillette et de la chasse à l'agriculture et l'élevage,
il y a près de 12 000 ans, que datent les premières opérations de troc. Puis, il y a près de 9 000 ans, certains biens, comme le blé ou le bétail, furent utilisés comme mesure de richesse. Plus tard, il s'y ajoutera des biens moins périssables comme les peaux, les tissus, les épices ou le sel, en parallèle avec les métaux précieux, argent et or, mais aussi les esclaves et les femmes qui sont productrices de richesse. Et on en trouve des illustrations pittoresques dans la Bible et même chez certains peuples archaïques actuels. Alors, je peux citer, si j'ai le temps, une anecdote. Une fois, ma femme s'est rendue avec son frère au nord de la Finlande, en Laponie. Alors, les Lapons vivent avec leur troupeau de rennes. Et un vieux lapon a vu ma femme, qui était très jeune, et son frère lui a dit bah, écoutez, si vous voulez, je vous achète cette femme, je vous offre 30 rennes, et puis il avait une femme édentée à côté, et je vous file la femme, la vieille femme en donc, il voulait échanger ma femme contre une trentaine de rennes. En Laponie au XXe siècle. Dans tous les pays, c'est comme ça. Les plus anciennes monnaies, les pierres polies, coquillages travaillés, dents et plumes d'animaux, présentaient le double caractère d'inutilité pratique et de précieuse rareté, et avaient en fait pour fonction de satisfaire des obligations sociales ou rituelles. Elles servaient à régler les naissances, les mariages et les deuils, à déclarer la guerre ou à faire la paix, à compenser des dommages physiques, des meurtres ou moraux, des offenses. Leur détention pouvait constituer un moyen de pouvoir et elle consacrait des hiérarchies sociales. Cette virtualité fonctionnelle portait peut-être déjà en germe la dématérialisation croissante des monnaies actuelles. Alors demandez On vous entend, monsieur. Non mais bon, il faut que je me fatigue là. Leur demander s'ils peuvent, pendant 5 minutes, être un peu moins. Voilà, Ça paraît très difficile. Nous sommes dans un café. La liberté permet de faire tout ce que je veux. la liberté des uns commence à. La plus ancienne monnaie moderne connue fut créée par le roi de Lydie au 7e siècle avant notre ère sous la forme de pièces d'électrum qui était un alliage d'argent et d'or provenant de filons de la rivière Pactole et caractérisé par un point variable, une forme identique et un poinçon distinctif. Un siècle plus tard, le roi Crésus fonde un système bimétalliste en séparant l'argent et l'or. Mais c'est à Athènes que fut mis en œuvre le premier système monétaire complet basé sur un nomis en argent, frappé sous contrôle public et ayant cours légal. Ce furent les rois macédoniens qui, au IVe siècle avant notre ère, le propagèrent à travers tout le pourtour méditerranéen. Aristote, mentor d'Alexandre, attribuait 3 fonctions à la monnaie: unité de compte, réserve de valeur et intermédiaire d'échange. Oui, c'est pas si ancien que ça. La propagation des monnaies métalliques fut liée au développement des vastes empires comme l'Empire romain, que cet instrument inaltérable permettait de gouverner à distance en rémunérant ses fonctionnaires civils et militaires. Le Moyen-Âge fut une période d'instabilité et de régression dans la fabrication et l'utilisation de ces monnaies. Mais c'est alors qu'on fait remonter l'origine du système bancaire. Les moines soldats de l'ordre du Temple sécurisaient les voyages de pèlerins en Terre Sainte en leur permettant de se déplacer munis simplement de lettres de crédit qu'ils échangeaient contre des monnaies locales accumulées dans leurs relais fortifiés. À la Renaissance, les moyens de paiement subirent une mutation majeure liée au développement du commerce international. La République de Venise devint la plateforme monétaire du monde en arbitrant les cours de l'or et de l'argent entre l'Orient et l'Occident. Vous voyez, la mondialisation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait déjà une mondialisation. La thésaurisation et l'arbitrage des monnaies donnaient un pouvoir à ceux qui en disposaient, mais incitaient les autres, qu'ils fussent seigneurs ou marchands, à tricher sur leur contenu en métal précieux. Les prophètes bibliques se sont déchaînés contre ces pratiques. Mais parfois, la différence entre la valeur réelle et la valeur affichée d'une pièce traduit simplement le prélèvement implicite d'une taxe par la puissance publique. De nos jours, la valeur affichée des pièces, ayant cours légal, n'a plus aucun lien avec la valeur de métal acquis.
Au XVIe siècle, devinez qui? Copernic, eh oui, c'est bien lui, formule deux principes qui sont toujours d'actualité. Premièrement, une monnaie se déprécie quand elle devient trop abondante. Le principe de l'inflation. Deuxièmement, si l'on introduit une nouvelle monnaie à côté d'une ancienne, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Je ne suis pas seulement occupé de cosmologie. Ben, c'est comme Galilée, c'est son père qui a créé la gamme tempérée musicale. À l'époque, les gens étaient polyvalents. Au XVIIe siècle, né à Amsterdam et Hambourg, puis à Londres et Stockholm, pour des raisons différentes d'ailleurs, un système de création bancaire induit par des certificats de dépôt libellés en monnaie métallique, mais partiellement seulement couverts par les dépôts. Au XVIIIe siècle sont lancés les colonial strips dans les colonies anglaises et américaines, qui ne sont pas indexés sur l'or, mais gagés sur des terres. C'est normal, c'est un pays pionnier. Puis c'est la France qui, ruinée par les dépenses militaires, émet des assignats gagés sur des biens nationaux sous Louis XV, puis sur les biens confisqués au clergé sous la Révolution. C'est Talleyrand qui a demandé la confiscation des biens. C'est de ces expériences que naquit la création des billets de banque en Occident. Mais ils étaient déjà en usage entier au 8e et 10e siècle. Je passerai plus rapidement sur les phases suivantes de la dématérialisation de la monnaie, qui sont plus connues car elles sont de notre génération. Ce furent d'abord les chèques, dont les autorisations des découverts rendaient les biens représentés encore plus virtuels. Puis on a eu les cartes de crédit, d'abord avec nécessité de signer un reçu émis par le lecteur, puis avec simplement frappe d'un code, et plus tard fourniture du numéro de carte par téléphone ou Internet, contrevenant au Code civil français qui stipule que l'on n'est engagé que par sa signature. Les opérations boursières, qui jadis se faisaient par achat et vente à effet immédiat, se font de plus en plus par des opérations à terme ou sous condition, suivant des processus de plus en plus spéculatifs et automatisés. Ensuite, ce furent les complexes de valeurs comme les SICAV et autres OPCVM, voire les mixages opaques impliquant les supprimes. Le dernier avatar en date de cette frénésie vers le virtuel est l'émergence des monnaies cryptographiques, dont la plus connue est le Bitcoin. Vous savez ce que c'est? Non. Fondé en 2008 par un certain Nakamoto, il a atteint une capitalisation dépassant les 200 milliards de dollars. Fonctionnant en dehors de toute autorité bancaire, par consensus des nœuds d'un réseau cooptatif, ce système décentralisé a d'abord été utilisé par divers réseaux criminels comme moyen d'échange discret. Mais il est désormais accepté par des sociétés, des organismes ayant pignon sur rue, comme monnaie virtuelle et comme moyen de paiement pair à pair. Depuis sa création, il a donné lieu à divers incidents, fraudes et spéculations effrénées, son cours ayant fluctué entre 1 et 2000. On peut faire fortune sur 1000. On peut s'attendre à un krach financier majeur sur cette pseudo-monnaie que l'on parle. Sur un site de la BNP Paribas, on peut lire: l'avenir des moyens de paiement réside dans les terminaux mobiles, smartphones, tablettes. L'heure est aussi aux technologies de paiement sans contact qui fluidifient le passage aux caisses. L'homme concret est ainsi supplanté par son hologramme consommateur. Je ne saurais terminer sans évoquer la nouvelle économie numérique, dont on certes nous abreuver, avec ces machins qui jouent sur un effet de mode dont on craint d'être écarté, ces fameux réseaux sociaux sans contact direct, et les télécommerces, télépublicités, téléjournalistes, téléenseignements, télémédecine et bientôt télédroit, ou ces cyberbanques, cyberpropagande, cyberespionnage dont les Russes ont donné un exemple au cours de la campagne de Trump, et cyberguerre. Alors là, ça peut être du bon, puisque les Iraniens sont arrivés à bloquer certains centres de recherche iraniens en envoyant un virus. Ça valait quand même mieux d'envoyer un bombardier, ça s'est fait sans tirer un coup de feu. Du virtuel au service de l'homme, on passe ainsi à un subrepticement de l'homme au service du virtuel. Et c'est là le danger. On peut encore dire bien des choses sur les avatars du virtuel, mais je laisserai cela à la discussion, car il est temps de conclure.
Comme je l'ai rappelé au début, le cerveau humain est surdimensionné par rapport à ses besoins naturels et il permet à l'homme, dans une certaine mesure, d'échapper à la nature en insérant sa culture. Alors que tous les autres vertébrés sont dotés d'une mémoire morte préprogrammée pour un environnement spécifique, l'homme dispose d'une mémoire vive ouverte à tous les possibles par le biais de logiciels éducatifs les plus divers, pour le meilleur et pour le pire. Deux mythes pourraient nous aider à éviter les dérives délétères, ceux de Prométhée et de Lucifer. On sait que Prométhée avait pour usage de prendre parti pour les hommes face aux divinités de l'Olympe, ce que lui valut un châtiment éternel. Mais la tradition occidentale est prométhéenne, en ce sens qu'elle a hérité d'une vision où l'homme, créé à l'image d'un Dieu créateur, a reçu mission d'être maître et possesseur de la nature. Au IVe siècle avant notre ère, un mystique syriaque, Balaï, déclarait, préfigurant le principe anthropique actuel, Dieu a bâti l'homme pour que l'homme bâtisse l'univers. Mais la tradition occidentale n'est pas luciférienne. Car la Genèse émet aussi une mise en garde, ne pas toucher au centre du jardin sous peine de mort. C'est le sens de la tentation de Lucifer, esprit désincarné figuré par le serpent, qui pousse l'homme à l'hubris, que les Grecs appelaient l'hubris, c'est l'extrême de toujours plus, en utilisant son maillon faible. La femme. Notez bien que tu avais été un truc pareil. Alors, pour en revenir à une terminologie scientifique, on sait que le corps de l'homme est inséparable de son cerveau. Une grenouille décapitée peut survivre pendant un certain temps, mais pas l'homme. Et les enfants loups, je pourrais en parler, qui ont pu développer les lobes cérébraux dédiés au langage, en communiquant avec d'autres humains dès le jeune âge, ne survivent pas au-delà de la puberté. J'ai aussi évoqué des effets psychosomatiques parfois étonnants. Mais le corps, en retour, agit sur le cerveau, non seulement par le cœur et les poumons, pour son alimentation en sucre et en oxygène, mais aussi par les probiotiques et les hormones du côlon, dont on sait qu'ils renferment des centaines de millions de cellules neuronales. Dématérialiser est une version moderne de désincarner, tentation luciférienne, contraire à la nature humaine et qui ne date pas d'aujourd'hui, car les expériences du passé ont montré qu'elle peut mener à des désastres. Comme il faut terminer, je citerai encore Pascal, vous savez que j'aime bien Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, qui veut faire l'ange que la bête. Merci infiniment.